Déjà, est-ce que vous pensiez que ça ressemblait à ça, une école d'architecture, les enfants? Le bon outil en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis, il y a des machines numériques. Vous savez ce que ça veut dire, numérique? C'est des machines qui fonctionnent à partir d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas les choses à la main. C'est la machine qui le fait à partir d'un dessin qui a été fait sur un ordinateur. Ah c'est un bateau. Ouais. Et pourquoi il y a un bateau, Alain, dans l'atelier maquette? Un bateau, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui flotte, mais c'est un bâtiment. Puis l'architecte, il travaille aussi sur le mobilier. Regardez, il lui arrive de travailler sur le mobilier. Là, il y a des tabourets. On va déranger des étudiants. Bonjour. C'est quoi ça hein? C'est des logements pour un immeuble de plusieurs logements. Vous avez vu, il y a beaucoup de livres. Hein. Il faut les avoir tous lus pour être architecte. Alors quand on parle école, on pense souvent aux étudiants, aux enseignants, mais vous imaginez 2600 étudiants ou 2400 étudiants, 300 professeurs, tout ça, ça marche grâce aussi au personnel administratif qui fait marcher tout ce paquebot ensemble, dont Madame Nasseva fait partie. Je m'occupe de deux choses. Je m'occupe d'un endroit qui est de l'autre côté, qui fait partie de la médiathèque aussi, qui est une vidéothèque. On a 5000 vidéos. Si vous voulez venir passer une journée entière, Une vie entière, vous n'aurez même pas le temps de voir toutes les vidéos. Je m'appelle Alain Chassagnou, je suis un professeur honoraire des écoles d'architecture, c'est-à-dire ça veut dire que je suis en retraite depuis plus de 10 ans. J'ai été enseignant dans cette école il y a très longtemps, entre 69 et 75, et après je me suis délocalisé à Nantes parce qu'on n'arrivait pas justement à construire un atelier. Mon but était de construire un atelier avec des machines-outils pour pouvoir construire des modèles dans l'ancienne école des Beaux-Arts à Paris, on n'arrivait pas à le faire. Là, l'autotendant, une fois qu'il est tendu sur lui-même, il suffit de le poser. On ne tire pas sur le sol, d'où le terme autotendant. Alors les Américains, eux, l'ont appelé tensegrity. Moi, je ne trouve pas que ça ait beaucoup de sens, parce que ça veut dire tension integrity. Je préfère autotendu qui se tend sur lui-même. Les bâtons doivent avoir une longueur particulière et les câbles une longueur particulière. Vous avez vu, sinon ça ne se tend pas. Et donc ça, c'est des calculs qui sont en réalité très compliqués. Et c'est pour ça qu'avant, le professeur Chassagnou, il les faisait à la main, mais ça prenait beaucoup de temps. Et maintenant, on a des ordinateurs qui permettent de faire beaucoup de calculs très rapidement et qui donc nous permettent de tester beaucoup plus de possibilités. Alors ça, puisqu'on passe devant, vous voyez, ça c'est des étudiants qui essayent des murs à échelle 1. Donc le mur de votre maison, votre appartement, il est probablement fait comme ça. Alors, probablement pas, parce que ça, c'est des choses qu'on fait plutôt maintenant. Donc si vous êtes dans une construction assez neuve, vous pouvez avoir ça. C'est un mur à ossature bois. Ça, vous voyez à l'intérieur, c'est l'isolant. Avant, on n'en mettait pas. Moi, je suis dans une maison, j'ai pas d'isolant. Allez, on va aller monter sur la passerelle. Alors, il y a 4 mètres à peu près d'eau. Alors, un œuf, c'est un objet rigolo, parce que si vous le serrez dans votre main, il faut quand même faire gaffe, parce que des fois, ça marche pas, très fort, il ne casse pas. Vous voyez? Parce que je le serre d'une façon particulière. Ça, c'est une résistance de forme, c'est l'anneau là. Je peux serrer comme je veux, je n'arriverai pas à le casser. Vous laissez?
Attention, hein, si vous ne le savez pas très bien, fais comme ça que tu manches. Voilà. Vas-y. T'as vu, hein? C'est solide en fait, un œuf. Vas-y, tu peux faire passer. Wouhou! Elle est tombée sur la pointe là, hein? Hein? Qui lève la main, qui pense qu'il est cassé? Personne. Tout le monde pense qu'il n'est pas cassé. Troisième étage, c'était encore plus haut que la passerelle. On a essayé quasiment du toit. Et là, l'œuf a marché. Voilà, j'ai pas la photo de l'œuf, mais... On va aller à un stand de réalité virtuelle. Et donc là, vous êtes accueillis par Camille Lagnès et par Ludovic Regnault. Et Ludovic, c'est un peu la personne dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lui qui, en ce moment, développe une application en réalité augmentée. Il va nous en parler, d'ailleurs, je vais le laisser faire. Voilà. Vous voyez ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on va projeter ici. Donc vous voyez en ce moment à l'écran. Et vous voyez que par-dessus, il y a ces maquettes ici qui sont virtuellement devant vous et que vous verrez quand vous aurez le casque sur les yeux. On voit qu'il y a des barres qui sont rouges et des barres qui sont bleues. Les barres qui sont rouges, ce sont dans une structure donc, que vous avez appris aujourd'hui probablement la tenségrité. Ce sont des barres qui sont comprimées et ce sont ces barres-là qui mettent des forces en jeu dans le système qui est fermé. Et donc vous avez le bleu qui est comme des fils qui sont tendus et les barres en rouge qui sont comme des barres qui sont appuyées, sur lesquelles on appuie. Passons. Alors déjà prends bien le temps de... Tu vas voir ça peut être un peu étrange, donc il faut bien prendre le temps de regarder, de prendre ces marques. Donc tu peux le mettre sur la tête, tu vas voir tout est noir sauf le modèle. Alors vas-y, je te laisse peut-être avec tes mains, tu peux... Alors est-ce que tu vois le modèle avec les barres et les câbles? Tu le vois? Tu peux avancer un petit peu. Attends, je peux mettre devant la caméra. Et maintenant, je vais te passer la manette. Et là, tu vas voir que tu as des boutons, des boutons sur lesquels tu peux appuyer. Il y en a un ici devant. Il est ici. Attends, là, ok, super. Donc là, maintenant, je clique. Et attention, quand on clique sur le bouton sur le côté et sur le bouton de l'avant en même temps, on va vraiment transformer les longueurs des barres. Dans un ensemble de fils qui sont en traction, qui tirent dessus et qui permettent de garder un équilibre. Donc ça, c'était les sculptures qui ont été faites par Kenneth Nilsson. Alors c'est pas les vrais. C'est des blocs d'argile, ouais. C'est des équilibres, un petit peu comme... c'est des équilibres, des mobiles, quand on touche, ça bouge. Ça, c'est une jambe. Exactement. Vos os dans votre corps, ils ne sont pas continus. Vous voyez, les os, ils ne se touchent pas l'un à l'autre. Là, ils ne se touchent pas. Et en fait, tout ça, ça modélise vos muscles, vos tendons et d'autres choses souples qu'on appelle le fascia. Mais votre jambe, elle marche à peu près comme ça. Et donc du coup, c'est en cours, on utilise ce genre de modèle aujourd'hui pour faire de la recherche en prothèse.
très heureux de vous accueillir et je remercie Julien Balbel qui est derrière nous d'avoir autorisé cette visite exceptionnelle de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bienvenue à toutes et à tous à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc moi je suis Jean-François Carreau, je suis de formation ingénieur en bâtiment. J'ai commencé ma carrière en tant que maître d'œuvre, donc j'ai passé 10 ans à faire de la conception de projet, avant de basculer côté maîtrise d'ouvrage pour faire le métier que je fais aujourd'hui au sein de la Cité. Un maître d'ouvrage, c'est quand vous construisez votre maison, vous voulez une maison, vous savez ce que vous voulez comme maison, mais vous n'avez pas la compétence pour le faire. Donc vous faites appel à un professionnel du bâtiment qui va vous concevoir la maison en fonction de ce que vous allez lui demander. Donc dans un établissement comme ici, c'est un petit peu faussé parce que le maître d'ouvrage a des équipes techniques qui sont aussi des sachants. Tout simplement pour pouvoir faire le lien, notamment dans un site qui est occupé et dans lequel on fait des travaux sans arrêter l'exploitation. Vous l'avez vu, dès qu'on est rentré, quand on lève le nez, on a une très très grande hauteur. Cet édifice, il est plus grand que l'Arc de Triomphe, pour vous donner une idée. À votre avis, on a vu beaucoup de choses ce matin, vous avez vu une exposition, fait des ateliers, écouté des intervenants. Pourquoi on est venu ici? Pourquoi je dis que c'est une visite exceptionnelle? Pour regarder là-haut. Tout à fait, et c'est pour ça que vous êtes assis. Rose nous disait qu'effectivement, en regardant là-haut, elle a l'impression de revoir ce qu'elle a vu ce matin, c'est-à-dire les câbles et les nœuds qui tiennent. Tout le monde est d'accord. Si vous deviez expliquer la tenségrité à un enfant de 7 ans, comment vous y prendriez-vous et que lui diriez-vous? Je lui dirais rien du tout. Je prendrais 3 bouts de bois, des bouts de ficelle, et je lui ferais construire le système le plus simple, qui comporte 3 barres et 9 éléments tendus. Parce que d'abord, il va se rendre compte qu'il peut le construire, que ça n'a rien de mystérieux, et puis ensuite, il va pouvoir le toucher. Et l'expérience physique est pour moi très importante. Associer 6 barres avec, je ne sais plus combien de câbles, 24 je crois. Mais la propriété, c'est que les barres, on peut les agrandir. Super ça. Et que, donc l'analogie à ce moment-là avec le ballon, c'est que, en fait, on fait jouer aux barres le rôle de la pression interne. Et on constate qu'au fur et à mesure, au réglage associé près, on va arriver à avoir un des systèmes classiques. On a 6 barres qui sont parallèles 2 à 2. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en agissant sur 2 barres, il y a un effet sur les 2 autres parallèles. Et ça, c'est important pour caractériser les systèmes de tenségrité, c'est-à-dire que lorsqu'on agit à l'endroit du système, il y a une répercussion qui se fait partout.